Ce soir, Justin Trudeau encore rattrapé par la crise en Afghanistan, alors que le Canada met fin aux évacuations de réfugiés. Qu'en est-il de la bataille du NPD au Québec? La candidate néo-démocrate Nima Machouf répond à nos questions. François Legault présente ses demandes aux chefs fédéraux et écorche au passage libéraux et néo-démocrates. L'analyse de Joël Denis et Altia. Et avec le président du Conseil du patronat du Québec, on discute de la place de l'économie dans la campagne électorale. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Au jour 12 de la campagne électorale au pays, le chef du Bloc québécois a demandé à ses homologues fédéraux de s'engager à aider davantage l'industrie forestière du Québec. De passage à Chicoutimi, Yves-François Blanchette réclame, entre autres, une politique d'utilisation du bois dans les édifices publics, un meilleur financement de la recherche sur les produits forestiers et la renégociation de l'accord sur le bois d'œuvre avec les États-Unis. À Ottawa, le chef conservateur a fait une annonce pour aider les travailleurs sans statut permanent. Erin O'Toole veut exiger que les entreprises comme Uber leur versent des cotisations équivalentes à celles du régime de pension du Canada dans un compte d'épargne à l'abri de l'impôt. À Winnipeg, le chef du NPD s'est engagé à doubler le crédit d'impôt fédéral pour l'achat d'une première maison, puis à le transformer en un remboursement pour les acheteurs. De passage à Québec, le chef libéral y est allé d'une série de promesses pour améliorer l'aide aux aînés. Justin Trudeau promet notamment de bonifier le supplément de revenu garanti de 500 $ par année pour les aînés de plus de 65 ans qui vivent seuls et de 750 $ par année pour les couples. Mais c'est la fin des évacuations des réfugiés afghans par le Canada qui a encore dominé les questions des journalistes aujourd'hui. Le travail qu'on a fait depuis plusieurs semaines, temporaire, permis par la présence des Américains et des Alliés pour sortir d'urgence des milliers de gens de l'Afghanistan, s'achève parce que les Américains se retirent. Mais nous avons pu profiter de cette opportunité pour faire autant que quasiment tous nos alliés. On a pu sortir 3700 personnes sur 17 vols depuis le début du mois d'août. Et ça fait une grosse différence. Mais notre engagement par rapport à l'Afghanistan ne se termine pas aujourd'hui. Au contraire, on va continuer parce qu'on va recevoir plus de 20 000 Afghans dans les années à venir. Et sur ce, on poursuit nos rencontres quotidiennes avec des représentants des principaux partis dans la course électorale. On retrouve ce soir Nima Machouf, qui est candidate pour le NPD dans la circonscription montréalaise de Laurier-Sainte-Marie. Bonsoir, Madame Machouf. Bonsoir, Mme Béchin. Sur le sujet du jour, d'abord, la crise en Afghanistan et la fin des évacuations par le Canada. On vient d'entendre Justin Trudeau vanter la gestion par le Canada de tout ce dossier-là. Quelle est votre position là-dessus au NPD? Si ce dossier-là avait été bien géré, on ne serait pas arrivé là. Après 20 ans de présence étrangère sur le sol afghan, on ne serait pas arrivé là. Autant, à mon avis, les 20 années de présence que le retrait a été fait de manière chaotique. On savait qu'il y allait avoir retrait et on n'a pas prévu les choses comme il le faut. On espère que le gouvernement Trudeau ne reconnaîtra pas le gouvernement des talibans en Afghanistan. C'est la moindre des choses et continuer à travailler avec nos partenaires là-bas. Sur l'autre dossier du jour, maintenant, évidemment, les demandes du Québec aux différents chefs fédéraux dans cette campagne électorale. François Legault, on va l'entendre un peu plus tard, là, mais il reproche aux libéraux et au NPD aussi d'empiéter sur les compétences du Québec en matière de santé avec des promesses qui sont très ciblées. Qu'est-ce que vous répondez au NPD, au premier ministre François Legault du Québec? Il y a plein de champs, il y a plein de domaines où c'est une compétence partagée. Il y a l'apport du fédéral et l'apport du provincial également. Nous, on se pose en partenariat avec les provinces et donc avec la province de Québec également. Et on a toujours dit que le Québec avait droit de retrait si jamais il trouvait que les programmes qui sont proposés par le fédéral ne lui conviennent pas ou parce que dans bien des domaines, le Québec est en avance du reste du Canada. Donc, si ça lui convient pas au Québec, il a droit de retrait avec plein de compensations. Donc, ce n'est pas de l'empiètement, c'est du partenariat et
c'est ça. Sur beaucoup d'éléments, la compétence est partagée, en fait. Maintenant, ça fait le point sur les dossiers du jour. Je veux qu'on parle de vous, candidate néo-démocrate dans Laurier-Sainte-Marie à Montréal. C'est un match revanche, en fait, pour vous, Nima Machouf, contre Stephen Guilbeault, ex-ministre du Patrimoine et environnementaliste bien connu. Après votre défaite de 2019, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter de nouveau à cette élection cette année? L'urgence d'agir. Et surtout parce qu'on pense en fait, personnellement, je pense que on est les mieux placés pour représenter les citoyens et citoyennes de Laurier-Sainte-Marie. Cette année, c'est très différent de ce qui s'est passé en 2019. Entre les deux élections, on a traversé une pandémie. Pendant cette pandémie, les gens ont appris à mieux me connaître. Et les gens m'ont vu les accompagner. J'étais là pour eux comme citoyenne engagée. C'était pas ma job de faire ça, mais comme citoyenne engagée, surtout parce que je suis une spécialiste en santé publique, je me suis beaucoup donnée à la chose publique. J'ai accompagné les gens dans leur foyer, je répondais à leurs questions et surtout je proposais des solutions. Moi, je suis une personne centrée sur la solution. Et maintenant avec les élections, la pandémie est pas finie. Il faudrait envoyer des gens à Ottawa. Il faudrait m'envoyer à Ottawa parce que je comprends plus que la moyenne des députés, je pense, sur ce qui se passe avec la pandémie. Quelles sont les solutions qu'il faut mettre de l'avant? Donc, j'aimerais continuer le travail là-bas. Oui, vous le disiez, vous avez gagné en notoriété depuis 2019. C'est vrai, en tant qu'épidémiologiste, on vous a vu beaucoup dans les médias. D'ailleurs, les habitués de CEPAC vous connaissent. On vous a reçu à plusieurs reprises. Est-ce que vous voyez la différence quand vous faites campagne sur le terrain? Je vois beaucoup la différence dans la rue. Les gens m'arrêtent pour m'en parler. Ils sont très contents de me voir encore sur les affiches. Vous savez, Madame Bégin, dans Laurier-Sainte-Marie, les gens en 2019 ont voté Stephen Guilbeault parce qu'ils pensaient que, en matière d'environnement, qui est un point absolument essentiel et crucial à cause de l'urgence en environnement, ils pensaient qu'il allait envoyer Équiterre au Parlement. Mais finalement, ils ont réalisé qu'ils ont envoyé un député libéral de plus au Parlement, qui s'est rangé dans les rangs du Parti libéral. Et maintenant, les gens me voient et me disent, on a voté libéral aux dernières élections, mais maintenant, c'est sûr, on vote pour vous. Les gens viennent à notre local électoral, ils disent la même chose. Ils se sont fait flouer la dernière fois parce que le ministère de l'Environnement, dirigé par Équiterre, les avait un peu fait miroiter. Ils pensaient vouloir donner une chance à M. Guilbeault. Ils sont déçus et je pense que ça va beaucoup jouer en notre faveur. Dans la rue, on le voit vraiment. Oui, je veux vous entendre sur la bataille du Québec en général dans cette élection. Le NPD a été presque, on le sait, balayé de la carte lors de l'élection de 2019. Le seul survivant, ça a été Alexandre Boulris dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Et ça, c'est après la vague orange de 2011. Est-ce que vous croyez que c'est possible pour le NPD de redevenir une force au Québec? Oui, parce que en 2019, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de plumes au Québec. Mais notre chef était moins connu aussi. Ça veut dire Jagmeet aussi venait de faire son entrée, les gens le connaissaient pas assez. Mais pendant cette année et demie, depuis les dernières élections, les gens ont vu l'effet que quelqu'un comme Jagmeet et les autres députés néo-démocrates pouvaient jouer au Parlement. Durant la pandémie, vous savez, si les libéraux étaient majoritaires, on n'aurait pas du tout traversé la pandémie comme on l'a fait actuellement avec un moins de dégâts. La PCU auquel les gens ont eu droit, par exemple, juste à titre d'exemple, aurait été de $1 000, pas de $2 000. Mais c'est qui s'est levé en chambre pour dire avec $1 000, on ne pourra pas subvenir à nos besoins. Si on veut que les gens restent chez eux pour se protéger et pour éviter que la pandémie se répande, il faudrait leur donner plus d'argent pour qu'ils puissent rester à la maison et subvenir à leurs besoins. Donc, les gens l'ont vu agir comme ça, ont vu qu'est-ce qu'il a réussi à aller chercher pour eux. Donc, la donne est très différente maintenant. Ça m'emmène quand même à vous parler des sondages. Cette semaine, il y en a eu plusieurs qui démontrent tous que le NPD est en hausse à ce stade-ci de la campagne, mais surtout en Ontario. On ne voit pas beaucoup de changements, cependant, au Québec pour le NPD. Est-ce que le message du NPD passe moins bien au Québec, vous pensez? Je ne pense pas. On a vu Jagmeet a fait
plusieurs passages depuis cet été au Québec et il est venu à plusieurs reprises à Montréal. On l'a vu pendant la fierté, pendant la parade de la fierté. Il va à l'encontre des gens. Les gens viennent le voir. Ils sont super enthousiastes quand ils le voient. On voit vraiment un engouement. Ça a changé. Ça a beaucoup changé depuis 2019. Surtout chez les jeunes, on voit qu'il y a un vrai engouement. On n'a pas fait de bons spectaculaires, mais on augmente et on augmente petit à petit et c'est constant. Et c'est sur ça qu'on va continuer. On a encore 4 semaines devant nous. On va continuer à essayer d'encourager les gens et leur dire pourquoi ce serait important d'envoyer des néo-démocrates au Parlement, parce qu'on est à un tournant de notre histoire. On a besoin de faire des changements drastiques en matière d'environnement, entre autres, et ça prend des gens courageux qui osent faire des changements. Et ça, c'est vraiment les néo-démocrates qui vont être capables de le faire. Alors, on va continuer à suivre votre campagne. Nima Machouf, candidate pour le NPD dans Laurier-Sainte-Marie à Montréal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Méjean. Et j'en parlais il y a un instant avec Nima Machouf. Le gouvernement du Québec a présenté sa liste de demandes aux partis fédéraux dans le cadre de la campagne électorale. Le premier ministre François Legault réclame notamment le rapatriement de certains pouvoirs en immigration pour exiger une connaissance suffisante du français aux nouveaux arrivants. François Legault a aussi réitéré sa demande d'augmenter les transferts en santé vers les provinces de 35 % et ce, sans condition. Au passage, il en a profité pour lancer quelques flèches au Parti libéral et au NPD en dénonçant leur volonté d'empiéter dans les champs de compétences des provinces. Fonds dédiés seulement pour les nouveaux médecins. Hey, on les prend où, les médecins? Ça prend 7 ans pour former un médecin. On fait quoi en attendant? On laisse dormir cet argent-là dans un fonds comme on l'a fait depuis des années pour le logement? À un moment donné, il faut se rendre compte que c'est le gouvernement du Québec qui est le mieux placé pour choisir les priorités. Et cette liste de demandes du premier ministre Legault, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec nos journalistes Joël Denis et Altia qui sont avec nous ce soir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Joël Denis, on vient de l'entendre, le premier ministre Legault qui critique les libéraux et les néo-démocrates pour empiéter dans les champs de compétences des provinces, notamment en santé. Quel impact, évidemment, on se pose, ça peut avoir sur la campagne électorale qui est en cours? Visiblement, François Legault a exprimé sa préférence. Je ne crois pas qu'il souhaite revoir un gouvernement libéral majoritaire, ça c'est clair, ni un gouvernement néo-démocrate, évidemment. Donc, il donne un appui tacite assez important, je pense, aux conservateurs en raison de la plateforme qui a été mise de l'avant par le Parti conservateur. Et ce qui est intéressant à souligner, Esther, c'est que 2 heures après la fin de la conférence de presse de François Legault, Erin O'Toole, le chef du Parti conservateur, diffusait une lettre qu'il avait expédiée en réponse aux demandes de François Legault, dans laquelle il disait qu'il était prêt à travailler avec lui et réaffirmait ses intentions, par exemple, de hausser les transferts en santé, de donner plus de place aux Français, d'accorder des pouvoirs supplémentaires au Québec en matière d'immigration. Donc, je me demande si c'était pas arrangé un peu avec le gars des vues, parce que 2 heures après, la lettre était déjà diffusée et elle était positive. On répondait favorablement aux demandes de François Legault. Altia, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec ce que Joël Denis a dit, sauf que je dirais que je pense pas que François Legault veut avoir un gouvernement majoritaire conservateur non plus. Je pense que le premier ministre du Québec veut juste un gouvernement minoritaire à Ottawa parce que ça lui donne plus de pouvoir. Je dirais, dans sa lettre qu'il a envoyée au chef des partis politiques, moi, la chose que j'ai retenue vraiment, puis je pense que c'est la clé, là, c'est vraiment quand M. Legault dit que ces 11 demandes, parce que c'est pas juste sur l'immigration puis sur la santé, visent à aider la nation québécoise à continuer de se développer de façon autonome. Et puis, autonome, c'est vraiment le thème. Il veut plus d'argent, plus de pouvoir, puis plus d'argent qui va avec ces pouvoirs-là pour pouvoir livrer sur ces nouveaux champs de compétences. Plus d'autonomie, moins d'ingérence d'Ottawa. Quand même, il y a des points de démarcation, je dirais, avec O'Toole, qui est clairement le chef qui répond le plus aux 11 demandes du premier ministre. Je dirais, sur la santé mentale, M. O'Toole a indiqué qu'il, lui, voudrait avoir des changements, plus de services en santé mentale. Bon, ça, ça l'enquête sur les champs de compétences provinciales. Aussi, les journalistes lui ont posé à plusieurs reprises s'ils qualifiaient
continuer avec l'entente que les libéraux avaient signée avec M. Legault sur le service de garderie, le 6 milliards de dollars qui a été donné, genre carte blanche à M. Legault. Puis, M. O'Toole a refusé de répondre à cette question-là. Alors, on doit prendre comme cette réponse, c'est que non, il regarderait cet argent-là, puis il la diffuserait aux parents comme il a promis de faire. Puis l'autre chose peut-être que j'ajouterais, c'est la promesse sur la santé. M. O'Toole ne va pas aussi loin que M. Legault aimerait. Alors oui, M. O'Toole promet le 6 comme comme la base des augmentations, mais il ne va pas aussi loin à donner le 35 alors monter du 22 à 35 du pourcentage de dollars fédéral dans matière de santé, ce qui représente à peu près, je pense, 28 milliards de dollars. Alors, quand même, M. O'Toole se branche beaucoup plus proche de M. Legault, mais il y a quand même des petits points de démarcation. Joël Denis, oui? Justement, si je peux me permettre, j'ai parlé à des conservateurs aujourd'hui, puis ils me disaient que cet appui tacite accordé par François Legault leur permet d'espérer de remporter 5 sièges de plus au Québec. Donc, ils ont déjà augmenté le nombre de sièges possibles qu'ils peuvent remporter grâce à l'appui tacite de François Legault. C'est quand même pas rien. Donc, ils passeraient de 10 à 15 sièges. C'est maintenant ce qu'ils envisagent comme étant possible. C'est assez remarquable. Oui, parce que j'allais justement vous demander l'impact possible de cette déclaration de M. Legault aujourd'hui sur la campagne du Bloc au Québec. Qui veut répondre à ça? Je peux me prononcer tout de suite. Oui, je pense que ça coince un peu plus Yves-François Blanchet. M. Blanchet a dévoilé la plateforme de son parti politique dimanche et il se donnait l'occasion, une marge de manœuvre pour ajouter des choses au moment où François Legault ferait connaître ses demandes. Je pense qu'on peut s'attendre à ce que M. Blanchet ajuste justement la plateforme du Bloc québécois, mais ça voudra. Je pense qu'on va voir dans le jeu de M. Blanchet en ce sens qu'on ne va pas dire que c'est du copier-coller de ce que souhaite François Legault, alors que les conservateurs avaient tout mis sur la table avant même que François Legault exprime ses demandes. Donc, à surveiller, je pense que ça va coincer un peu le Bloc dans certaines régions. Les luttes à 3, je pense, pourraient s'intensifier dans certaines régions du Québec, ce qui fait que le Parti conservateur pourrait devenir un peu plus compétitif et peut-être espérer, comme je le disais, c'est du moins ce qu'on raconte en coulisses, 5 sièges de plus possible au Québec avec cette sortie de François Legault. Oui. Althia, rapidement, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Juste là-dessus, je pense qu'on peut le voir sur la prise de position du chef bloquiste sur le 3e lien à Québec, dans le sens qu'il semblerait, selon même les chroniques qui sont décrites dans le journal de Joël Denis, à la presse, qu'il y a beaucoup de bloquistes qui sont pas très, très confortables avec cette idée-là, puis qui croient que ça nuit, en fait, aux aspirations environnementales du parti, mais que puisque M. Blanchet, c'est vraiment présenté comme étant un petit peu le porte-parole de M. Legault à Ottawa, on voit qu'il y a comme une dynamique pas très confortable sur plusieurs enjeux. Je vais vous entendre sur la crise en Afghanistan, parce qu'on apprenait aujourd'hui que le Canada finalement a cessé ses opérations d'évacuation des réfugiés à partir de l'aéroport de Kaboul. M. Trudeau a encore été questionné là-dessus aujourd'hui. Althia, je vais rester avec vous. Est-ce que, en fait, la campagne de M. Trudeau, ses plans de campagne sont en train d'être déjoués par cette crise en Afghanistan? Je pense que la première semaine, oui, certainement, parce que c'était la crise totale qui était imprévue. Puis c'était, tu sais, les journalistes, ils étaient coincés en voulant demander des questions au sujet de qu'est-ce qui se passait en Afghanistan, mais aussi couvrir la campagne électorale. Mais clairement, qu'est-ce qui se passait en Afghanistan, c'est plus important. Alors, ça l'a nuit à la campagne libérale durant la première semaine. Je pense qu'il y a eu une conférence de presse jeudi matin avec les responsables, les généraux, puis les gens en Afghanistan, qui ont vraiment expliqué, je pense de manière assez honnête et claire, que c'est pas à cause que le Canada voulait arrêter l'évacuation, mais vraiment le Canada n'a pas le pouvoir de garder l'aéroport à Kaboul tout seul. Même les alliés n'ont pas le pouvoir militaire de le faire. C'est seulement les Américains. Les Américains veulent partir. Il n'y a personne d'autre qui peut rester. Puis c'est pour ça qu'on en est où on en est. Mais je dirais, sur ce point, on voit que M. O'Toole puis M. Singh sont en train de aussi attaquer les libéraux pour ne pas en avoir assez fait. Mais durant tout le mandat du Parti libéral depuis 2015, il n'y a personne qui a posé une question sur les interprètes en Afghanistan.
un député qui a posé une question à la Chambre des communes sur cet enjeu. C'était juste au mois de juillet, que le Parti conservateur a écrit des lettres, que le Parti NPD est sorti, puis c'est aussi à la fin du mois de juillet que le gouvernement libéral a annoncé des réformes à leur programme de visa. De manière, ils sont tous responsables d'avoir ignoré cette situation-là pendant des années. Joël Denis, sur l'impact de la crise dans la campagne. Elle est majeure pour le Parti libéral parce que M. Trudeau fait des annonces et ces annonces sont complètement occultées par ce qui se passe en Afghanistan. Alicia y a fait référence. Tous les journalistes posent des questions quotidiennement sur la situation en Afghanistan. Les grands quotidiens anglophones font leur manchette avec la situation en Afghanistan et non pas sur les annonces qui sont faites par Justin Trudeau, le chef du Parti libéral. Donc, ça fait en sorte que le message de campagne est complètement occulté pour M. Trudeau. Et en fait, il porte deux chapeaux durant la campagne à cause de l'Afghanistan, le chapeau de premier ministre et le chapeau du chef du Parti libéral. Et ça fait en sorte que il ne peut pas agir d'une manière, combative en campagne électorale qu'il le souhaitait en raison de l'Afghanistan qui occupe tant de place dans cette campagne. Oui, ça le suit jour après jour. Je peux quelque chose là-dessus. Esther, je voulais juste dire que le risque, là, c'est vraiment si on voit qu'il y a des interprètes et des gens qui ont travaillé à l'ambassade qui sont tués, qui sont comme pendus dans les rues, ça va être un désastre total pour la campagne. Un désastre humanitaire, là, mais aussi un désastre politique pour le Parti libéral. Oui, ça, effectivement, ça va être à suivre ce qui va se passer une fois que les Américains vont être partis après le 31 août. On va être encore en campagne électorale. En terminant, un mot sur les sondages, parce qu'il y en a eu au moins 4 cette semaine, et ils disent à peu près tous la même chose, que les libéraux perdent des plumes à l'échelle nationale, les conservateurs seraient en train de gagner des appuis. Évidemment, c'est encore tôt dans la campagne, mais Joël Denis, est-ce que vous sentez au sein des troupes libérales de la nervosité qui s'installe? Il y a de la nervosité, mais je ne crois pas qu'on a encore appuyé sur le bouton de panique pour plusieurs raisons. D'abord, le vote libéral est très efficace dans les centres urbains, là où il y a beaucoup de sièges. Donc, même si, je vous dirais, les libéraux ont perdu des appuis, ils pourraient encore former un gouvernement minoritaire. Je vous ramène aux résultats de 2019, pardon. Le vote populaire, le Parti conservateur l'a remporté, mais le Parti libéral a quand même remporté plus de sièges. Donc, il faudrait que le Parti conservateur ait 3-4 points de plus pour les libéraux pour être vraiment solidement en avance, et c'est pas le cas en ce moment. Oui, Althia, une des surprises des sondages, c'est que le NPD est en croissance, notamment en Ontario. Jusqu'à quel point le NPD pourrait brouiller les cartes dans cette élection-ci? Ah, mais c'est absolument, ils le peuvent pour le Parti libéral, pas juste pour nuire à leurs aspirations d'avoir un gouvernement majoritaire, mais ils pourraient enlever autant de support que les conservateurs gagnent, ce qu'on avait vu en 2011, par exemple, des sièges autour de Toronto, des luttes à 3 qu'on voit souvent au Québec, parce qu'on se demande, comme en 2015, comment ça se peut que le libéral a pu gagner là. Ça se peut que le conservateur pourrait gagner en Ontario là, c'est quand les libéraux et le NPD se partagent le vote. Mais c'est pas juste en Ontario, en Colombie-Britannique aussi, même dans les centres urbains où les libéraux voulaient faire des gains, comme autour d'Edmonton, par exemple, en Alberta. Alors, absolument, c'est un gros risque pour eux. Oui, Joël Denis, le mot de la fin, parce que je vous entendais parler, parce qu'il y a un des sondages légers, notamment, qui nous montrait qu'une majorité de Canadiens ne voulaient pas de cette élection. Alors, est-ce que M. Trudeau, encore une fois, il est tôt dans la campagne, mais pour en payer le prix? Oui. Bien, ça reste quand même dans l'air, je pense. C'est en filigrane le fait que M. Trudeau a déclenché cette élection. S'il n'arrive pas à remporter une majorité, il aura perdu son pari, selon moi, parce que c'était ça l'objectif des libéraux, remporter une majorité. Si on aboutit avec un gouvernement minoritaire, qu'il soit libéral ou conservateur, on aura consacré 600 millions à l'exercice. Pourquoi? Pour aboutir au même résultat. Ouais. Joël Denis et Althia, merci beaucoup de vos lumières. On vous retrouve jeudi prochain. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On va maintenant discuter de la place de l'économie dans la campagne électorale. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé évidemment de santé, de vaccination obligatoire, de l'Afghanistan aussi. Mais qu'en est-il de l'économie? Alors, je retrouve Carl Blackburn, qui est président du Conseil du patronat du Québec. Bonsoir, M. Blackburn. Bonsoir. Je vous pose d'abord cette question d'entrée de jeu. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la place de l'économie jusqu'à maintenant dans cette campagne électorale? On entend beaucoup de chiffres, beaucoup de promesses des différents partis politiques, mais il y a un élément qui est extrêmement important. On doit parler de croissance économique. Bien évidemment, la pandémie aura sa fin et on doit préparer la relance.
Et pour s'y faire, on doit se donner un plan pour, je dirais, juguler l'importante dette qui a été octroyée dans le contexte de la pandémie et les mérites étaient présents et étaient importants. Mais en même temps, on doit se doter des moyens pour être capable de pallier à celle-ci en favorisant la croissance économique. Et la croissance économique, pour nous, passe par 4 secteurs importants. Le capital humain, indéniablement, est la plus importante des solutions, mais également les investissements technologiques, la formation et bien évidemment le développement durable et une vraie économie verte. Bon, justement, il y a presque tous les partis politiques qui ont présenté leur plateforme électorale jusqu'à maintenant, sauf les libéraux. On attend toujours après. Qu'est-ce que vous pensez jusqu'à maintenant des plateformes des différents partis? Est-ce que ça correspond à vos attentes? D'abord, les conservateurs ont démontré très clairement qu'ils souhaitaient avoir un retour à l'équilibre budgétaire sur une période de 10 ans. Oui, le retour à l'équilibre budgétaire, si je peux l'exprimer ainsi, mais dans un contexte de grande incertitude, je ne crois pas que c'est important à ce moment-ci de vraiment s'engager dans des contrôles de dépenses qui viendraient fragiliser la relance économique. D'où la proposition que nous, on fait au Conseil du patronat de pallier à cette situation importante du déficit par une augmentation importante dans notre croissance économique. Et pour y arriver, ça prend des mesures qui soient fortes, des mesures qui soient structurantes. Alors, les conservateurs ont fait leur choix à ce niveau-là. Les libéraux, bien évidemment, juste avant la campagne, ont dévoilé leur mise à jour économique avec des plans d'action économique de plusieurs centaines de millions de dollars, signés de milliards de dollars sur les prochaines années, et pour soutenir différents secteurs de l'activité économique. Vous le savez, depuis maintenant plus d'1 an et demi, on demandait que le secteur aéronautique, entre autres par le fédéral, soit soutenu. Il l'a été dans la proposition qui a été faite par le gouvernement fédéral sur une période à long terme. Donc, il y a là des mesures importantes de à l'activité économique. Je vais vous entendre sur la prestation canadienne de relance économique, Carl Blackburn, parce que le Bloc québécois demande à Justin Trudeau, on le sait, de suspendre cette aide financière aux travailleurs qui sont touchés, qui ont été touchés par la pandémie, parce que ça nuit au recrutement de travailleurs. Quelle est votre position au Conseil du patronat sur cette prestation de relance économique? D'abord, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que nous demandons que celle-ci soit arrêtée, à tout le moins que les critères d'admissibilité soient plus restreints pour qu'elle s'applique aux travailleurs qui, malheureusement, sont encore affectés par la pandémie. Alors, lorsque le gouvernement fédéral a décidé de la prolonger jusqu'en octobre avec les critères largement étendus comme ils le sont actuellement, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, surtout dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre. Et malheureusement, celle-ci, dans plusieurs cas, si ce n'est la majorité des cas, retient des gens chez eux à recevoir le programme de la PCRE au lieu de rejoindre les rangs du marché du travail, ce qui pourrait venir pallier d'une certaine façon à trouver des emplois ou à trouver du support pour les employeurs qui malheureusement sont aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre qui est extrêmement grave et qui continue de s'aggraver mois après mois. Alors la PCRE devrait être arrêtée, devrait être concentrée sur certains types de travail qui malheureusement sont plus affectés, ce qui n'est peut-être pas le cas actuellement. En quelques secondes, sur la pénurie de main-d'œuvre, justement, on sait que les conservateurs ont promis 1 million d'emplois créés, alors qu'on est en pleine pénurie de main-d'œuvre. Je sais que ça a fait sourciller plusieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on a promis... Oui, allez-y. Le million d'emplois qu'on a besoin, c'est d'1 million de travailleurs, madame. Et si on est capable d'avoir 1 million de travailleurs, on aurait moins de problèmes que nous en avons actuellement. 94 % des membres du CPQ ont indiqué avoir un enjeu avec la pénurie de main-d'œuvre. 50 % de nos membres ont indiqué refuser des contrats parce qu'ils n'avaient pas la main-d'œuvre nécessaire. Et plus important encore, 43 % de nos membres ont indiqué reporter ou canceller des projets d'investissement, ce qui a des conséquences extrêmement importantes sur notre économie. Donc, ce n'est pas une promesse d'1 million d'emplois que nous avons besoin, mais c'est 1 million de travailleurs. Carl Blackburn, président du Conseil du patronat du Québec. Merci beaucoup. C'est un plaisir, Mme Bégin. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 12e jour de la campagne électorale au pays. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir. Thank you.